Par une nuit éclairée par la lune, au milieu des montagnes, un vieil homme était assis à une table en bois avec deux individus vêtus de vêtements sombres et de chapeaux à large bord qui dissimulaient leurs traits. Le vieil homme entama la conversation, demandant s'ils avaient déjà entendu parler d'une organisation appelée la Couronne. L'un des individus masqués resta silencieux sans prononcer un seul mot. Le vieil homme remarqua leur silence alors qu'il buvait une gorgée de sa tasse, concluant qu'il n'en savait pas grand-chose. Il passa ensuite à autre chose, supposant qu'en tant qu'artiste martiaux, il devait avoir entendu parler des reliques. N'ayant reçu aucune réponse, le vieil homme sourit, disant que l'histoire serait longue puisqu'il n'en savait rien. Le vieil homme commença à expliquer, déclarant que les reliques sont les armes des héros qui ont dominé le Murom dans le passé. Il ajouta que ces armes précieuses sont imprégnées de leurs âmes et de leurs arts martiaux à tel point qu'elles accordent même aux imbéciles la capacité d'affronter de grands artistes martiaux. Il insista sur leur pouvoir en disant qu'un épéiste de Baran pourrait rivaliser avec un professionnel s'il possédait l'une de ces reliques. Il revint ensuite à son point de départ, révélant que le groupe qui collectionne ces reliques est connu sous le nom de la Couronne et qu'il opère sous la bannière de l'Alliance Murom, comme il l'avait entendu. Il justifia cela en disant qu'il était logique que l'Alliance Murom ne laisse pas des armes aussi dangereuses sans surveillance. Après avoir fini de parler, le vieil homme remarqua que la boisson était épuisée et qu'il devait partir. Mais à ce moment-là, l'un des individus bougea soudainement, incitant le vieil homme à demander avec surprise s'il voulait acheter cette chose. Il ajouta ensuite d'un ton sérieux qu'il leur était reconnaissant d'avoir soulagé sa solitude et demanda s'il pouvait poser une dernière question en posant sa main sur une épée reposant à côté de lui. En un éclair, le vieil homme se jeta sur le guerrier masqué assis devant lui. Le compagnon du guerrier bougea rapidement pour le défendre, mais l'autre lui fit signe de ne pas interférer. Le guerrier demanda au vieil homme de rendre l'épée, puis ajouta que ce qu'il faisait était d'exécuter la volonté de l'Alliance Murom et que les reliques seraient scellées par Guan. Le vieil homme se mit en colère face à cette réponse, qualifiant ses paroles de paroles en l'air et demanda avec insistance s'ils affirmaient réellement que l'existence de ces reliques perturbe l'ordre dans les plaines centrales. Le vieil homme serra l'épée nommée Bika et demanda au jeune guerrier ce qu'il en savait. Le vieil homme répondit qu'on dit que les reliques ont été utilisées par des héros des temps anciens. Mais ce qui est étrange à propos de Bika, c'est que l'identité de son propriétaire d'origine reste un mystère, puis il demanda au jeune homme s'il savait pourquoi. Le vieil homme poursuivit son explication, disant que le nom Bika symbolise la pureté et la clarté, mais qu'il s'est effondré avant d'atteindre son but, révélant ses crocs sombres. Le vieil homme avoua qu'il avait lui-même autrefois de telles aspirations et idéaux creux, mais maintenant il n'était plus qu'un vieil homme gagnant sa vie en vendant du bois de chauffage, et tout ce qu'il faisait était de protéger l'épée Bika qu'il avait héritée de ses ancêtres. Quand il vit que le jeune homme et sa compagne n'avaient pas l'intention de reculer, le vieil homme prit une posture de combat, prêt pour une confrontation. Le vieil homme se jeta sur le jeune guerrier en lui assénant un coup tranchant. Le jeune homme esquiva l'attaque et dégaina son épée, parant habilement les attaques successives du vieil homme. Le vieil homme se rapprocha et donna un coup de pied puissant vers son visage, mais le jeune homme réussit à le bloquer. Le vieil homme laissa échapper un cri désespéré de colère et chargea lors d'une attaque finale, son épée s'entrechoquant avec celle du jeune homme dans un éclair d'étincelles. La force de l'impact fit chanceler le jeune homme vers l'arrière. Le jeune homme bougea à la vitesse de l'éclair et se précipita vers le vieil homme, lui assénant un coup puissant. Le vieil homme regarda sa main tremblante à cause de la force du coup. Sous la force du coup, son épée s'envola de sa main et tomba sur le sol à côté de lui. Le vieil homme murmura qu'il n'avait pas le courage d'affronter ses ancêtres après cette défaite. Il mentionna qu'il avait entendu dire que ceux qui venaient de la couronne pour collecter les reliques étaient appelés les pilleurs. Du sang coulait de sa bouche alors qu'il serrait la garde de son épée, qui était tombée de sa main, commentant que le nom convenait parfaitement à la situation. Le jeune homme attrapa le vieil homme alors qu'il rendait son dernier souffle, et le vieil homme demanda son nom. Le jeune homme répondit que son nom était Rangonsin, et sa compagne se présenta comme étant Jiosien. Le vieil homme leur demanda une dernière faveur, les suppliant de ne rien faire qui puisse ternir le nom de l'épée Bika. Rangonsin jura au grand héros en le tenant qu'il tiendrait sa promesse. Il affirma que la couronne et les pilleurs récupéreraient et scelleraient toutes les reliques, y compris Bika. Le vieil homme prononça un dernier mot de remerciement avant que son esprit ne quitte son corps. Ensuite, Ran et Joséien furent vus marchant dans la région du Hebei avec Joséien portant un grand objet emballé sur son dos. Ran remarqua que sa compagne était contrariée et lui dit qu'elle aurait dû savoir que le vieil homme était voué à mourir. Il expliqua qu'au moment où le vieil homme réalisa qu'ils étaient venus récupérer la relique, il dut savoir que la mort était son destin inévitable. Ran essaya de la consoler, disant qu'il n'y avait pas besoin de se sentir coupable, mais elle l'interrompit pour protester. Joseon se demanda si ce qu'ils avaient fait était juste car il n'était qu'un vieil homme innocent. Ran répondit fermement que ce qu'ils avaient fait était juste. Il le justifia en disant que la simple existence des reliques apporte le chaos et la mort, et que le but des pilleurs est de récupérer ces reliques même si cela nécessite des sacrifices. Pour changer de sujet, Ran demanda s'il y avait des nouvelles concernant la région du Hebei. Joseon répondit qu'il y avait des rumeurs d'une rébellion émergente centrée sur la secte du sang. Elle ajouta qu'il y avait une autre affaire étrange, des rumeurs généralisées sur l'apparition de Jianshi. Ran répéta le mot Jianshi avec étonnement.
Zhu confirma qu'il y avait des témoignages de leurs apparitions, mais il était difficile de déterminer leur validité, se demandant si elles étaient réelles. Cependant, Ran semblait sceptique, considérant qu'il était naturel que de telles rumeurs se répandent lorsque le cœur des gens est troublé. Ran remarqua l'anxiété de sa compagne, Zhu Xiyan, et lui demanda sarcastiquement si elle avait peur des rumeurs sur Zhang Shu. Zhu Xiyan le nia avec confusion, mais Ran la fit immédiatement taire, plaçant une main sur sa bouche après avoir entendu un bruit provenant des environs. Les deux se cachèrent et observèrent la scène, révélant que la source du bruit était un groupe de bandits. Les voleurs attaquaient le chariot d'un marchand et en ramassaient le butin avant que Ran ne les attaque soudainement, les tuant un par un lors d'un assaut surprise. À l'intérieur du chariot, un homme qui semblait être le marchand demanda à Zhou Xiyan de détacher les prisonniers après que les choses se soient calmées. Zhou Xiyan, à son tour, aida le marchand, lui demandant s'il allait bien. Mais l'homme regarda derrière elle avec une terreur extrême et cria un avertissement à propos de ce qui se tenait derrière elle. Zhou Xiyan se retourna sous le choc pour découvrir l'un des voleurs qui était censé être occupé avec Ran en train de l'attaquer. L'attaquant lui asséna un coup de poing puissant qui la frappa. Ran était aux prises avec l'un des assaillants qui lui lança sa main coupée dans une tentative de l'attraper. Ran réalisa que cette créature n'avait pas versé une seule goutte de sang malgré le coup de couteau mortel et se battait même en utilisant une partie du corps coupé comme arme. Ran se demanda si ces créatures étaient bien les Zhangshi dont parlaient les rumeurs. Une silhouette mystérieuse émergea des arbres et donna l'ordre à ses hommes de tuer le marchand. Il ajouta que si les marchandises ne pouvaient pas être récupérées, elles devaient être détruites. En entendant l'ordre, l'homme et ses compagnons se précipitèrent vers le marchand pour l'attaquer. Ran se tint fermement contre eux et para facilement l'une de leurs attaques et trouva une autre personne l'attaquant par derrière, mais il esquiva l'attaque et donna un coup de pied puissant. Cela envoya l'attaquant voler au loin. Les assaillants réalisèrent qu'ils étaient incapables de vaincre Ran. L'un des attaquants concentra son attention sur le marchand. L'attaquant se précipita vers le marchand dans une tentative de l'éliminer rapidement. Zhou Xiyan rejoignit le combat et se précipita vers l'attaquant, s'affrontant à lui dans un duel féroce. Zhu Xiyan nota avec surprise que leurs attaques étaient complètement dépourvues de toute énergie interne. Ran confirma son observation, et les deux se demandèrent si ces ennemis n'étaient que des cadavres vivants. Ran sauta dans les airs et attaqua l'un des adversaires avec une série de frappes rapides. Il décida alors que, qu'ils soient Zhangshi ou non, les décapiter était le seul moyen de les arrêter. Ran se déplaça avec une vitesse incroyable vers son prochain adversaire. L'adversaire a envoyé sa main coupée vers Ran. L'adversaire a été surpris quand Ran a disparu devant lui. L'attaquant dont la tête a été coupée a averti son camarade du danger qui se cachait derrière lui. Et en un clin d'œil, l'attaquant s'est retourné et a réussi à esquiver une frappe d'épée rapide. Au milieu de la bataille, le chef ennemi a crié un nouvel ordre, disant à ses hommes de se débarrasser au moins des marchandises s'ils ne pouvaient pas tuer le marchand. L'un des assaillants a réagi immédiatement et a couru vers de grandes jarres qui faisaient partie de la cargaison, puis les a jetées en direction de Ran. Mais avant qu'il ne puisse les détruire, Ran s'est jeté sur elle avec un coup de grâce, les brisant rapidement. Ran a confronté l'adversaire, lui demandant sarcastiquement s'il pensait vraiment qu'il resterait les bras croisés pendant qu'ils essayaient de le brûler vif. L'attaquant a saisi une pierre après l'échec de son plan et l'a utilisée pour mettre le feu à l'épée de Ran. L'attaquant s'est précipité vers Ran, enflammant tout son corps. Ran a paré l'attaque avec son épée et a rapidement reculé. Un autre attaquant a jeté l'un des pots vers son camarade en flammes. L'attaquant en flammes a attrapé le pot puis l'a écrasé avec force sur les marchandises. Ran a fait remarquer que la mort par le feu est la plus douloureuse des morts. L'attaquant est resté impassible face au feu qui consumait son corps. Ran a conclu de leur résistance que ces créatures, les Jiangshi, ne ressentent pas cette douleur, surtout après avoir vu l'un d'eux sauter alors qu'il était encore en feu. Zhu Xiyan a commencé à poursuivre les fugitifs, mais Ran l'a arrêté, expliquant qu'il ne servait à rien de les poursuivre. Il a ajouté que ce sont des créatures qui ne ressentent aucune douleur et qui abandonnent facilement leurs camarades. Et même s'ils étaient capturés, ils ne pourraient leur soutirer aucune information. José Yeon s'est indigné avec colère, disant qu'ils ne pouvaient pas abandonner sans rien savoir. Pendant ce temps, l'homme qu'ils avaient sauvé s'est approché d'eux et a chaleureusement remercié Ran, le qualifiant de grand héros. L'homme s'est demandé comment il pourrait rendre cette gentillesse, mais Ran a répondu que ce qu'il avait fait était le devoir d'un artiste martial, et qu'il n'y avait pas lieu de s'en inquiéter. Ensuite, l'attention de Ran a été attirée par quelque chose de suspect alors que les marchandises brûlaient. Il a remarqué qu'aucune des boîtes ne portait le sceau de l'association des marchands. Ran a adressé sa question directement à l'homme en lui demandant à quelle association de marchands il appartenait. L'homme a répondu qu'il était affilié à l'association Jousan. Les soupçons de Ran se sont accrus et il a demandé à voir son permis de voyage. L'homme est devenu agité et a affirmé qu'il l'avait brièvement placé sur le chariot avant que le chaos n'éclate. Ran n'était pas convaincu par cette excuse et a attrapé l'homme par ses vêtements, le confrontant au fait qu'il se souvenait bien que les marchands de la région du Hebei appartenaient à l'association des marchands et étaient sous la protection de l'Alliance du Hebei. Il a ajouté que même en dehors de cette région, ils sont protégés par l'Alliance Murom, ce qui a révélé que les affirmations de l'homme étaient des mensonges. Ran a poursuivi son interrogatoire de l'homme,
soulignant qu'il n'avait jamais entendu parler de l'association Jusant et qu'un marchand n'ayant pas de permis de voyage, qui est essentiellement sa vie, est une affaire suspecte. Il lui a ensuite dit qu'il avait une dernière question. Alors que les marchandises brûlaient en arrière-plan, Rand s'interrogeait sur la nature de ces matériaux. L'expression de l'homme a soudainement changé, et il a souri sarcastiquement, commentant sa malchance. D'abord, il a été pris par les Jianshi, et maintenant il devait faire face à un guerrier errant. Soudain, l'homme a commencé à rire hystériquement, puis à crier de douleur, tombant au sol en se tordant, réalisant que l'homme avait pris du poison pour se suicider. Jiao Xiyan a annoncé qu'elle enverrait un message à l'Alliance du Hebei et à l'Alliance Murim pour les informer de ce qui s'était passé, mais Rand l'a soudainement arrêtée alors qu'elle était en état de choc. Rand lui a rappelé que des Jianshi erraient en plein jour et que les opérations de contrebande étaient monnaie courante. Il lui a ensuite demandé si elle avait entendu parler de mouvements importants de l'Alliance du Hebei malgré tout ce chaos. À cela, Rand s'est souvenu de ce qu'elle avait mentionné plus tôt au sujet des signes d'une rébellion, ce que José Yeon a confirmé. Rand lui a demandé s'il y avait un village à proximité, et José Yeon lui a parlé du village de Gugong à Ganjiang. Ils ont convenu de s'y rendre en premier. Les deux sont arrivés au village de Gugong, qui semblait calme et paisible. Alors que la nuit tombait, l'auberge du village était animée. À l'intérieur de l'auberge, les clients discutaient, l'un d'eux mentionnant que le moine, Zongun, avait de nouveau apporté du riz et de la boisson au comté de Pingde. Un autre homme se demandait si c'était la raison pour laquelle l'auberge était si bondée, et son compagnon a répondu que l'auberge avait toujours été occupée depuis l'arrivée du moine. Un troisième homme a ajouté que sans le moine, Zongun, le sort de ce village aurait été très différent, tandis que Rand et José Yeon écoutaient en silence. Rand s'est tourné vers José Yeon et lui a demandé si elle avait terminé son enquête, ce à quoi elle a répondu par l'affirmative. José Yeon a commencé à présenter les résultats de son enquête, expliquant que la région de Ganjiang souffrait de famine et de pauvreté en raison d'années de sécheresse continue, et que la situation était si critique que le déclenchement d'une rébellion à tout moment ne serait pas surprenant. Mais en revanche, le village de Gugong était exceptionnellement dynamique et actif. Les moulins et les boucheries étaient remplis de riz et de viande. Et surtout, les sourires ne quittaient jamais les visages des gens. Elle a ajouté qu'après une enquête plus approfondie, elle avait découvert que tout le mérite en revenait à une personne nommée Zongun. Elle a expliqué que jusqu'à l'année dernière, le village de Gugong n'était pas différent des autres villages misérables, mais tout a changé après l'apparition du moine, Zongun. Depuis son arrivée, le village a commencé à recevoir un soutien important de personnalités influentes de l'Alliance du Hebei, y compris du comté de Pingde. Rand se demandait si la couronne avait déjà scellé la relique. Jo Sion a noté avec surprise que bien que le bêcher à épée se trouvait à l'intérieur de la boîte, il y avait encore un autre espace vide, ce qui signifie que le processus de scellement n'était pas encore terminé. Elle se demandait pourquoi, et Rand en a déduit qu'il devait y avoir autre chose dans ce village que Guan voulait. Rand a souligné que malgré la propagation de la contrebande et l'apparition de Zhang Shi dans les environs, il n'y avait pas de rumeurs inquiétantes circulant dans le village. Zhu Xiyan était d'accord, et Rand a exprimé le sentiment que ce n'était pas normal. Rand a décidé qu'il devait aller à la rencontre du moine, Zongun. La scène se déplace vers la hutte du moine où ils ont trouvé un homme agenouillé, le remerciant pour son travail diligent. Le moine a répondu humblement qu'il n'avait fait que son devoir de moine bouddhiste, mais l'homme a insisté sur le fait que sans le moine, sa famille aurait péri. Puis il a demandé la permission de partir. Dès que l'homme est parti, Rand et José Yeon sont entrés dans la hutte. Le moine les a accueillis, réalisant qu'ils étaient des guerriers de l'Alliance Murom, et leur a demandé la raison de leur visite dans son humble demeure. Rand a décidé d'aller droit au but, déclarant que la région de Ganjiang souffrait de pauvreté en raison d'une famine de longue date. Mais depuis l'arrivée du moine, Zongun, le village de Gugong était devenu exceptionnellement prospère, et il lui a demandé une explication. Le moine lui a dit qu'il se trompait et a expliqué que la région de Ganjiang était l'objet d'un litige de propriété entre Shaolin et l'Alliance du Hebei. En raison de ce litige, les grands villages ont pu obtenir de l'aide, tandis que les petits villages comme Gugong ont été laissés sans aide. Le moine s'est demandé s'il était cruel d'enquêter sur les villageois qui avaient enfin trouvé un moyen de survivre, mais Rand a décrit cette logique comme un sophisme. Rand a expliqué que s'ils avaient demandé la médiation de l'Alliance Murom, ils auraient certainement reçu un soutien. Ici, le moine a répondu sarcastiquement, révélant que les villageois avaient à plusieurs reprises demandé de l'aide à l'Alliance Murom en vain. Il a accusé l'Alliance Murom d'être celle qui répandait des sophismes depuis tout ce temps. Rand a réalisé que le moine n'avait pas l'intention de les laisser quitter le village facilement. Le moine l'a confirmé, déclarant que bien que tuer ne soit pas la voie du bouddhisme, il y recourait si cela signifiait sauver plus de vies. Des villageois armés sont apparus à l'extérieur de la hutte du moine et se sont précipités pour attaquer sur son ordre. Comme il l'a annoncé, il n'hésiterait pas non plus. Rand a crié que les attaquants étaient les mêmes Jianshi qu'ils avaient vus pendant la journée et a ordonné à Zhu Xion de frapper leur corps pour paralyser leurs mouvements. Zhu Xion est parti pour exécuter l'ordre, et Rand les a engagés. Mais Rand lui a crié de faire attention car il y avait des fermiers ordinaires parmi les Jianshi. Zhu Xiyan a confirmé qu'elle comprenait et a commencé à exécuter le plan. Elle s'est battue avec acharnement contre les attaquants,
mais s'est vite rendu compte qu'ils étaient trop nombreux. Ran, qui était également encerclé, a noté que l'entrée étroite de la cabane limitait le nombre d'assaillants pouvant charger à la fois. Il lui a ordonné de se frayer un chemin pour trouver une chance de s'échapper, alors ils se sont battus dos à dos. De loin, le moine Zongun a observé le combat, reconnaissant l'habileté des guerriers de l'Alliance Murom, mais a décidé qu'il ne pouvait plus supporter de voir d'autres sacrifices. Par conséquent, il a annoncé qu'il offrirait lui-même son aide. Le moine a levé son bâton, qui a libéré une énorme quantité d'énergie et a frappé les combattants avec une force qui les a fait voler dans les airs, souffrant. Les foules de villageois et de jianchi ont fondu sur eux de tous les côtés, armés d'épées, de faucilles et d'outils agricoles. Un attaquant a sauté sur Ran d'en haut, mais Ran l'a esquivé puis l'a coupé en deux avec son épée. L'attaquant tombé a attrapé sa jambe. Ran a été surpris par la situation, seulement pour faire face à un autre chef des attaquants. Zhou Xiong a crié, « Commandant ». À ce moment, Ran réalisa avec horreur que la personne que Zhou Xiong était sur le point de tuer était un humain ordinaire, mais elle n'a pas entendu son avertissement et lui a coupé la tête. Zhou Xiong a crié de terreur, choqué de découvrir qu'elle avait tué un fermier normal. Dans ce moment de choc, l'un des Anshi a saisi l'occasion et l'a prise en embuscade, plongeant une épée dans son épaule. Ran s'est précipité à sa défense alors qu'elle se tordait de douleur à cause de sa grave blessure. Ran l'a rassuré et lui a dit de tenir bon. De loin, le moine a commenté que la fin était proche. Ran a regardé le moine et ses disciples et a décidé d'exécuter un plan pour s'échapper. Il s'est déplacé avec une vitesse incroyable, perçant les rangs ennemis, puis a sauté par-dessus un attaquant et s'est dirigé vers le moine. Le moine a libéré son pouvoir, se préparant à bloquer l'attaque de Ran. Ran a porté un puissant coup d'épée vers le moine. Ran a été surpris par la force de l'impact, qui l'a repoussé. Le moine a ordonné à ses disciples de les poursuivre. Réalisant que Ran avait utilisé l'énergie de l'épée pour bloquer son attaque et avait exploité le recul pour créer une opportunité de s'échapper. Alors que Ran fuyait avec son compagnon, le moine Zongun réalisa qu'il n'était pas face à un guerrier ordinaire. Ran a lutté à travers la forêt la nuit en portant Zhou Xiong blessé sur son dos jusqu'à ce qu'il atteigne une cabane isolée où un homme l'a rencontré et lui a demandé son identité. Plus tard, Zhou Xiong a été placé dans un lit pour recevoir des soins. L'homme qui s'est avéré être le chef Bani Guanek a salué Ran à son retour et lui a demandé pourquoi il errait la nuit alors qu'il était censé s'occuper de Zhou Xiong, notant qu'elle saignait abondamment malgré ses blessures apparemment mineures. Ran, qui souffrait également de graves blessures internes, a répondu et a jeté une herbe verte sur le sol. Guanik a regardé l'herbe avec un choc total. Ran remarqua sa réaction et en conclut qu'il connaissait la vérité sur cette plante. Ran expliqua que si les terres de Ganjiang étaient arides, les abords du village de Gugong étaient densément plantés de cette herbe, et il exigea que Guanik révèle son identité. Guanik lui a dit que le nom de l'herbe était moyen chaud, une plante vénéneuse qui corrompt les terres environnantes. Il ajouta que sa toxicité augmente les sens et provoque une dépendance et des maladies en cas de surutilisation, et que le moine, Zongun, était celui qui l'avait apporté dans la région. La colère de Ran s'intensifia en entendant cette confirmation. Guanik s'est présenté comme le chef du village qui avait été banni par Zongun et a demandé à Ran de ranger son épée, l'assurant qu'il savait qu'il n'avait pas l'intention de lui faire du mal. Ran jeta l'herbe dans un poêle à proximité où elle commença à brûler. Ran mentionna qu'il avait déjà senti ces herbes, et après avoir relié les événements, la contrebande d'herbes, le jianchi et le moine, Zongun, il réalisa qu'il devait être arrêté, mais il chancela à cause de la gravité de ses blessures alors qu'il s'interrogeait sur le véritable objectif du moine. Avant de perdre connaissance dans les bras de Guanek, Guanek le porta, s'émerveillant de sa persévérance et de sa force malgré tout. Guanek est retourné vérifier l'état de Zhou Xiong, réalisant que sa situation était critique en raison de ses blessures et de sa perte de sang. Il sortit de la cabane pour être surpris par la disparition de Ran, se demandant où un guerrier avec des blessures aussi graves pouvait aller avant d'entendre un bruit suspect provenant des arbres. Guanik trouva Ran assis dans une posture méditative entouré d'une puissante aura bleue alors qu'il guérissait ses blessures. Plus tard, Guanik l'a vu envoyer un message via un pigeon voyageur. Guanik s'approcha de Ran, soulignant que les habitants du village de Gugong ne possèdent pas d'arts martiaux avancés qui leur permettraient de se remettre complètement de profondes blessures internes simplement en contrôlant leur respiration et leur énergie, ce qui indiquait que la capacité de Ran à une récupération rapide n'était pas ordinaire. Il a ensuite demandé s'il pouvait s'attendre à une réponse cette fois-ci. Ran répondit que le message n'était pas adressé à l'Alliance Mirom, mais à l'organisation, la Couronne. En entendant ce nom, Guanik montra des signes de choc. Ran expliqua que le message était une demande de soutien pour récupérer une relique appelée le sceptre du démon de sang, que Zongun possédait. Il déclara que la raison pour laquelle l'Alliance Murom avait ignoré les demandes de soutien précédentes du village était encore inconnue. Mais maintenant qu'il s'agissait d'une relique, l'Alliance ne pourrait pas facilement ignorer la situation. Sur cette base, Ran a demandé à Guanik de lui raconter toutes les histoires dont il n'avait pas eu l'occasion de parler la nuit précédente. Ran a demandé à Guanik d'où il pensait que Zongun pouvait venir. Ran supposa que puisque Zongun possédait le sceptre du démon de sang, il devait provenir de la secte du démon de sang, mais Guanik le nia,
affirmant que la secte avait été détruite. Il expliqua que la secte du démon de sang avait été anéantie après que la famille Peng de Hebei se soit alliée à Shaolin pour lancer une attaque surprise contre eux, et qu'après une bataille acharnée, ils avaient réussi à tuer le chef de la secte, le Seigneur Céleste du Sang. Ran sembla choqué par cette information, pensant que peu importe le secret avec lequel la secte opérait, un incident aussi majeur n'aurait pas pu se produire sans que l'Alliance Murom ne le remarque. Guanic remarqua la réaction de Ran et en conclut que les rumeurs qu'il avait entendues étaient vraies. Lorsque Ran lui a posé des questions sur ces rumeurs, Guanic a révélé qu'il y avait des discussions sur des guerriers de l'Alliance Murom qui étaient mêlés aux forces qui ont anéanti la secte du démon de sang et que l'Alliance dissimulait systématiquement la vérité sur l'extermination de la secte. Il exprima son étonnement qu'un guerrier de l'Alliance comme Ran n'en soit même pas au courant. Ran serra la poignée de son épée et interrogea à nouveau Guanic sur la véritable identité de Zhonggun. Il se demanda à voix haute s'il était de Shaolin ou de la famille Pan ou peut-être de l'Alliance Murom elle-même. Guanic qualifia ces spéculations d'excessives, puis s'agenouilla et présenta à Ron un morceau de tissu expliquant qu'il contenait toutes les informations qu'il avait recueillies au cours des dernières années. Il révéla qu'il s'agissait d'une carte indiquant les stations de distribution de l'herbe moyen chou. Il ajouta une information cruciale. Depuis que Zhonggun a commencé à distribuer l'herbe, la famille Pan a commencé à aider le village de Gubong. Il dit à Ran que l'herbe moyen chou était transportée à la famille Pan. Sur la base de la carte fournie par Guanic, il conclut que s'il y avait des charrettes transportant l'herbe moyen chaud poursuivies par les hommes de Zhonggun, il devait y avoir d'autres charrettes passant par les stations de distribution désignées sur leur chemin vers d'autres endroits. Par conséquent, il ordonna à Ran de commencer l'enquête à partir de ces points. Plus tard, un homme conduisait une charrette à cheval à travers la forêt avec une extrême prudence. L'homme s'arrêta brusquement et appela dans le vide, demandant à quiconque se cachait de se montrer. Quelqu'un émergea de derrière les arbres, et le conducteur de la charrette demanda avec un sourire sarcastique s'il était le Zhanshi dont il avait entendu parler dans ce qui semblait être un échange de mots de passe. L'autre personne répondit, exigeant les marchandises et révélant son identité. Le conducteur se prépara immédiatement à l'attaquer, mais fut surpris de voir que son adversaire était attaqué par quelqu'un d'autre par une épée qui lui transperça la poitrine par derrière. Cette épée appartenait à Ran qui se révéla après avoir coupé l'autre personne en deux et attaqua le conducteur avec force, leurs épées s'entrechoquant. Ran réussit à briser l'arme du conducteur et l'attrapa par le cou. Ran remarqua que le conducteur essayait de se suicider en mordant du poison caché dans ses dents, alors il lui donna rapidement un puissant coup de poing au visage pour l'arrêter. Ran regarda l'homme blessé, se demandant s'il prévoyait de mettre fin à ses jours. Il le rassura ensuite sarcastiquement, menaçant que s'il ne répondait pas à ses questions, il lui donnerait envie de mourir. Plus tard, Ran a fait une descente dans un entrepôt où l'herbe moyen chaud était triée. Ran a pris d'assaut l'endroit avec force et a jeté le conducteur de char capturé devant les autres qui se sont excusés auprès de leurs camarades blessés. Le chef du groupe a ordonné de tuer Ran, qui a facilement repoussé plusieurs assaillants. Le chef a reconnu les compétences de Ran et a ordonné à ses hommes de former une formation de combat. Ran a identifié ce style comme étant la formation d'épée des 5 éléments et s'est demandé si ces hommes venaient de la secte Wudang, mais il a rapidement rejeté l'idée, réalisant qu'ils ne révéleraient pas leur identité si facilement. Le chef a donné l'ordre d'attaquer, et Ran s'est retrouvé encerclé par des épées de tous les côtés alors qu'il se préparait à se défendre. Ran s'est engagé dans la bataille contre la formation d'épée en utilisant un style de combat puissant qui a renversé ses adversaires. Un attaquant a laissé tomber son épée au sol tandis que Ran est resté stable et concentré. L'adversaire a profité de la situation et s'est précipité pour l'attaquer, ce qui a mis son chef en colère qu'il a réprimandé pour son acte imprudent. L'attaquant s'est justifié en se disant que la survie était la chose la plus importante, même si cela signifiait révéler son identité et que s'il pouvait tuer Ran, il n'y aurait aucun risque que leur secret soit exposé. L'attaquant a utilisé un style de combat basé sur la puissance du poing, libérant une quantité massive d'énergie vers Ran. Mais Ran a esquivé l'attaque facilement, laissant son adversaire dans un état de choc, puis lui a porté un coup d'épée rapide. Avec cela, il a coupé la tête de l'attaquant. L'autre attaquant a été blessé à la jambe et est tombé au sol de douleur avant que Ran ne lui écrase le pied avec sa botte, faisant hurler l'homme d'agonie. Ran a commenté qu'à partir de leur formation aux dents imparfaites et des puissants arts martiaux Shaolin qu'ils utilisaient, il pouvait deviner leurs identités. Mais il a ajouté que ce n'était pas tout ce qu'il voulait savoir, puis a écrasé l'autre pied de l'homme, exigeant qu'il avoue volontairement, sinon il perdrait ses membres restants. Pendant ce temps, dans la hutte du Guangdong, le chef banni parlait à José Yeon, qui était allongé dans son lit, lui conseillant de l'écouter un peu pour qu'elle puisse se rétablir rapidement. Guanek a remarqué qu'elle ne semblait pas choquée par sa blessure physique, mais peut-être choquée par autre chose. Ran est revenu et a dit à Guanek que l'identité des assaillants qu'il avait capturés était des moines déchus et lui a donné un morceau de tissu avec la destination de l'envoi d'herbe moyen chaud. Ran a révélé que l'herbe était à l'origine un moyen de transmettre des informations à l'Alliance Murom et à d'autres sectes dans le but d'exposer la corruption de certains jeunes de la famille Pan à Hebei et les atrocités du moine, Zhonggun. Mais la cupidité des moines déchus les a conduits à augmenter la quantité de marchandises pour obtenir une part pour eux-mêmes, ce qui a finalement conduit à leur chute.
Guan Haikyu a commenté que cela semblait logique car même avec la chute de la famille Pan, tout le monde ne deviendrait pas dépendant de l'herbe moyen Shu. Il a conclu que sur la base de ces informations, la véritable identité de Zhonggun pourrait également être révélée. Ran et Guanik sont parvenus à une conclusion mutuelle selon laquelle Zhonggun était très probablement de Shaolin. Guanik a convenu, expliquant qu'après la chute de la secte des démons de sang, une lutte de pouvoir est survenue entre Shaolin et la famille Peng à Hebei. Sur cette base, il a spéculé que Shaolin avait envoyé Janin pour détruire la famille Peng de l'intérieur. Guanik a considéré cette histoire comme plausible, ajoutant que les moines déchus de cette région en voulaient plus à Shaolin que quiconque, ce qui en faisait des cibles faciles pour la manipulation. Guanik a ajouté que si cela nuit à Shaolin, ils sont prêts à tout faire. Plus tard, Joseyan a demandé à Ran quelle serait sa prochaine action. Ran a répondu que le plan ne changerait pas et qu'ils attaqueraient Zhonggun dès que le soutien de la couronne arriverait. Il a noté que certaines informations sur l'herbe moyen chaud avaient déjà atteint l'Alliance Murom et d'autres sectes, ce qui ouvrait la possibilité de recevoir un soutien direct de l'Alliance en plus de la couronne. Ran s'est tourné vers Joseyan et lui a demandé ce qu'elle ferait et si elle participerait au combat. Joseyan a admis que bien que les villageois les aient attaqués en premier, c'était la première fois qu'elle tuait quelqu'un qui n'était pas un artiste martial. Elle s'est souvenue que l'un d'eux tenait une arme primitive et portait des vêtements en lambeaux et a conclu qu'il ne se battait pas par méchanceté, mais pour survivre. Elle a commencé à parler nerveusement, mais Ran l'a interrompu calmement. Et à ce moment-là, un pigeon voyageur est arrivé. Ran a dit à Joseyan qu'un soutien suffisant arriverait de la couronne et qu'elle n'était pas obligée de participer au combat si elle ne le souhaitait pas. Ran a été choqué après avoir lu le message et s'est tenu au bord d'une falaise surplombant le village. Zhu Xiyan, qui avait remarqué son inquiétude après avoir reçu le message, l'a suivi et l'a interrogé sur son contenu. Ran a révélé que le message lui ordonnait de retourner à la couronne pour entreprendre une autre mission et que l'Alliance tenait des discussions avec Shaolin concernant le sceptre du démon de sang. Zhu Xiyan a été choqué par cette nouvelle. Ran a conclu que l'Alliance Murom devait être au courant de la situation à Ganjiang et qu'elle examinait la situation dans son ensemble, ignorant le sort du village. Zhou Xian lui a demandé ce qu'il avait l'intention de faire. Ran a expliqué que son entêtement découlait de sa forte foi dans l'Alliance Murom et la couronne et de sa conviction que prévenir le chaos causé par les reliques sauverait plus de vies. Mais il réalisa maintenant que s'il suivait la volonté de l'Alliance, plus de gens à Ganjiang mourraient. Alors que la nuit tombait après le retour de Ran dans la hutte de Guanik, il sentit la présence de plusieurs personnes à l'intérieur de la hutte et se précipita à l'intérieur, trouvant un groupe d'hommes du moine en train de détruire l'endroit. Un des hommes du moine a reconnu les nouveaux assaillants et a crié que c'était eux. Leur chef leur a ordonné de fuir immédiatement, et ils se sont échappés en panique par les fenêtres. Ran est sorti après l'un d'eux et l'a achevé avant qu'il ne puisse aller loin. À l'intérieur, Joseyeon a trouvé le chef Bani Guanek allongé sur le sol, se tordant de douleur à cause de ses blessures. Elle a immédiatement couru vers lui et lui a demandé avec inquiétude s'il allait bien. À ce moment-là, Ran est entré et lui a posé des questions sur l'état du chef du village. Joseyeon a répondu que ses blessures étaient profondes et qu'il avait besoin d'un traitement immédiat, soulignant que s'ils avaient été un peu plus tard, sa vie aurait été en danger. Ran lui a demandé de prendre soin du chef du village, ce qui l'a surprise, et elle lui a demandé s'il avait vraiment l'intention d'y aller seul. Puis il s'est précipité hors de la hutte, se dépêchant vers l'endroit où le moine séjournait. Ran lui a annoncé avant de partir qu'il avait l'intention de désobéir aux ordres de la couronne. Il a expliqué que bien que les ordres aient été émis sur la base de la volonté de l'organisation, il ne pouvait pas fermer les yeux sur la mort de milliers d'innocents. Et pour cette raison, il a décidé de se rendre seul au village de Gogong. Joseyeon s'est opposé à sa décision, lui rappelant que les ennemis étaient très nombreux et qu'elle devrait l'accompagner. Mais Ran lui a dit qu'elle ne lui serait d'aucune aide dans son état de santé actuel et lui a ordonné que s'il ne revenait pas, elle devrait informer la couronne de ce qui s'était passé. Ran s'est enfui à toute vitesse à travers la forêt après lui avoir dit que si un envoyé de la couronne mourait, l'organisation ne pourrait plus ignorer la question. Il lui a demandé de rester dans la hutte et de surveiller la situation. Ran est arrivé au village calme de Gogong sous le couvert de l'obscurité. Il s'est précipité rapidement vers l'un des villageois. Il avait à peine fait ses premiers pas que le villageois l'a repéré et a crié de terreur, annonçant son arrivée. D'un mouvement rapide, Ran a sorti son épée et a tué l'homme avant qu'il ne puisse avertir les autres. Il s'est vite retrouvé encerclé par une foule de villageois armés qui s'étaient rassemblés pour l'affronter. Ran s'est souvenu de sa conversation avec Joseyeon, qui lui avait demandé s'il avait un plan, soulignant que peu importe son habileté au combat, il affronterait des artistes martiaux armés de cadavres et de reliques. Elle l'a accusé de chercher à se sacrifier pour provoquer l'intervention de la couronne, mais il lui a assuré qu'il n'entrerait pas dans une bataille qu'il savait perdue. Il lui a dit alors qu'il avait un plan, mais qu'il ne pouvait pas encore le révéler, lui demandant de lui faire confiance et d'attendre. Zhou Xiyan est allé examiner la boîte contenant l'épée Bika, mais a été surprise de constater que l'épée avait disparu de l'intérieur de la boîte. De retour dans le présent, Ran se tenait au milieu de la foule tenant l'ancienne épée Bika qu'il avait prise dans la boîte, qui brillait d'une immense puissance. Les attaquants ont crié de surprise. Alors que Ran brandissait l'épée, il sentait qu'elle était incroyablement légère,
comme s'il maniait une lame à laquelle il était habitué depuis longtemps, et il partit combattre ses adversaires avec une habileté et une puissance étonnantes. Alors qu'il se battait, Ran réalisa l'immense puissance entre ses mains, se demandant si c'était la vraie puissance d'une relique. Malgré la nouvelle puissance qu'il possédait, le combat était toujours intense. Alors que Ran avait du mal à parer les attaques de son adversaire, il se demanda si la raison en était qu'il ne s'était pas encore pleinement adapté à la puissance de l'épée. Au milieu de la bataille, l'un des adversaires a lancé une puissante attaque d'énergie rouge, que Ran a eu du mal à bloquer, ce qui a entraîné une explosion massive. Du milieu de la poussière et de la fumée, le moine, Zhonggan, est apparu, souriant avec sarcasme, et a commenté l'ironie de la personne chargée de sceller la relique l'utilisant lui-même au combat, puis a demandé avec dédain si c'est ce que l'Alliance Murom appelle la justice. Ran regarda les corps éparpillés autour de lui et rétorqua vivement, se demandant comment quelqu'un qui venait de tuer ses propres disciples, même s'il ne s'agissait que de cadavres, osait parler de justice. Zhonggan s'est moqué du mot disciple et a demandé si ces êtres ressemblaient à des humains à ses yeux, expliquant qu'ils n'étaient que des armes créées par sa propre relique. Alors Zhonggan a attiré son attention sur l'épée Bika et lui a demandé s'il savait que cette épée, dont le propriétaire original est encore inconnu, porte un titre spécial. Il lui a révélé que tous ceux qui ont utilisé cette épée ont connu une fin tragique et que son titre est l'épée des 100 fantômes. Puis Zhonggan leva la main, entouré d'énergie sombre, jurant qu'il prendrait plaisir à regarder Ran mourir en utilisant cette épée maudite, puis lança une attaque vers lui, mais Ran réussit à l'esquiver habilement. Le moine ordonna alors à ses hommes d'attaquer et de le tuer. Ran reprit le combat, mais sentit qu'il était incapable d'utiliser pleinement la puissance de l'épée et en conclut que l'énergie de l'épée entrait en conflit avec les arts martiaux qu'il maîtrisait. Face à cette situation, il décida qu'il n'avait d'autre choix que d'abandonner complètement son corps à la volonté de l'épée. Dès qu'il le fit, une aura d'immense énergie noire fantomatique explosa autour de lui. Le moine lança une attaque d'énergie inquiétante vers Ran. Zhonggan remarqua cela avec un sourire méchant, commentant qu'il semblait que Ran s'habituait à utiliser la relique, puis le défia de bloquer sa prochaine attaque. Ran réalisa que bloquer ou couper les attaques de Zhonggan était futile et qu'il n'y avait qu'un seul moyen de gagner. Il conclut qu'il devait cibler directement le corps de Zhonggan, il contourna donc les attaques dirigées contre lui et sauta en l'air, se lançant directement sur le moine dans une attaque rapide comme l'éclair. L'attaque surprise de Ran réussit alors que son épée perça le corps du moine, Zhonggan, dans un coup final. Alors que le moine tombait, Ran le confronta à la vérité qu'il avait découverte, disant que selon les rumeurs, Zhonggan avait tué le grand maître Elchon pour s'emparer de ses reliques. Puis Ran condamna ses actions, se demandant si les moines Shaolin avaient abandonné même les principes de base des moines bouddhistes. Ran déclara avec confiance que le sceptre du démon de sang serait récupéré par la couronne et qu'une fois que cela se serait produit, l'ordre reviendrait à Ganjiang. Mais Zhonggan éclata d'un rire sarcastique décrivant les paroles de Ran comme un non-sens sans valeur. Le moine rétorqua alors que les reliques n'avaient jamais appartenu à l'Alliance Murom en premier lieu et ajouta que le véritable propriétaire du sceptre du démon de sang n'était autre que lui-même, le grand maître, Aiolchon. Alors qu'il annonçait sa véritable identité, une énergie semblante massive jaillit de lui.